Donc le but de ce numéro Où va l'économie de la revue de l'OFCE, c'était de réfléchir entre économistes, entre analystes, sur l'état à la fois de notre discipline, la science économique, et puis l'état de l'économie, 10 ans après la grande crise de 2007-2008. Donc le but de ce numéro, c'est de prendre 18 contributions d'experts dans leur domaine, d'échanger, de voir ce qu'il y a de commun. Il y a 3 éléments communs. Un élément tout d'abord assez transversal à toutes ces contributions, c'est qu'il faut élargir l'horizon de la réflexion, le temps long, le temps de la pensée économique, de l'après-guerre, voire des 2 derniers siècles pour penser la croissance, la dimension des inégalités, l'environnement bien sûr, penser l'instabilité financière. Point 2, il y a, et ça c'est singulier, il y a dans beaucoup de contributions, finalement la reconnaissance que nous, économistes, on ne s'attarde pas assez sur l'entreprise dans la dynamique économique. On a besoin d'entreprises pour penser bien sûr la croissance, penser l'instabilité réelle, la dynamique de l'investissement, penser les inégalités, penser l'intégration de la contrainte environnementale au niveau de l'entreprise. Donc il y a quelque part une nouvelle inflexion, je pense, qui est en train de se dessiner pour prendre l'entreprise au sérieux dans toutes ses dimensions. Le 3e point aussi singulier, très commun, c'est que pour penser qu'au fond, les économies de marché étaient relativement stables. Une bonne politique monétaire, une bonne politique de la concurrence et une politique budgétaire solide, tout ça, ça allait faire converger les pays, les économies. Maintenant, il y a de manière très profonde dans tous les domaines, que ce soit finance, que ce soit marché des biens, que ce soit marché du travail, il y a beaucoup de force, quelque part, d'instabilité au sein des économies de marché. Et la politique économique, il faut la penser différemment pour faire converger, ou au moins éviter les divergences que les forces économiques peuvent entraîner et qui sont coûteuses sur le plan économique, social et politique. Il y a une certaine inquiétude. D'un côté, tout le monde est très content que la reprise économique se soit affirmée, soit devenue assez générale, et non pas limitée aux États-Unis. Mais d'un autre côté, on a une inquiétude qui est liée à une nouvelle effervescence financière, et on sait que ces effervescences financières, on se rappelle de la crise, est quand même pas très ancienne, est-ce qu'elles pourraient se reproduire? D'où sort l'inquiétude? Eh bien, d'une montée énorme depuis 5 ou 6 ans des bourses, qui n'est pas corrélé avec le mouvement de l'économie réelle, avec la production des richesses, et puis le fait que les taux d'intérêt sont très bas, et le danger évidemment c'est de voir, surtout à cause d'une politique américaine qui est encore plus expansive depuis ce qui a été voté à la suite des propositions de Trump, le danger c'est une hausse des taux d'intérêt suffisamment forte pour entraîner des effets de perte considérable chez tous les portefeuilles obligataires, car les investisseurs institutionnels ont énormément d'obligations, et le danger c'est de retrouver une crise comme on l'a eu au milieu des années 90, dont les conséquences ont été quand même assez difficiles. Et donc la question elle est là, est-ce que les banques centrales seront capables de gouverner les taux d'intérêt pour que l'économie ne retombe pas dans un processus de crise et de récession? On se trouve à l'heure actuelle dans une sorte de bifurcation. Nous avons vécu des décennies de ralentissement de la croissance, lié au ralentissement de la productivité, et en même temps une baisse des taux d'intérêt réels. Les perspectives qui se profilent en termes de choc technologique vont peut-être nous permettre de sortir de cette entropie spontanée, baisse des taux d'intérêt réels, ralentissement de la croissance lié à la baisse des taux de croissance de la productivité, pour regonfler les voiles de la croissance par des effets à la hausse de la productivité monumentaux associés à la diffusion de nouvelles technologies et surtout de l'économie numérique qui commencera à se manifester dans les secteurs comme le transport, bien sûr, le commerce, les activités financières, mais qui concernera ensuite l'ensemble des activités économiques. Alors je ne sais pas où va l'économie, mais je sais que quoi qu'il arrive, il y a des cycles. Il y a des cycles, il y a des moments où l'économie va bien, des moments où l'économie va mal. Et puis il y a des cycles qui sont plus grands et qui est le cycle financier qui peut se terminer en crise. Et ça, on souhaite l'éviter. On s'est rendu compte que le prédicteur du fait qu'un cycle allait mal se terminer, que ça allait se traduire en crise financière, c'est le fait qu'il y a des agents privés qui sont très très endettés. Et la question qu'on pose, c'est quel outil de politique économique on peut utiliser pour éviter qu'il y ait ces emballements d'endettement des agents privés, des ménages et des entreprises. Donc il y a le premier candidat, le premier outil, c'est la politique macro-prudentielle, dont on ne sait pas encore très bien comment elle marche, avec quelle intensité il faut l'utiliser et combien de temps elle peut avoir un effet. Si
si jamais les outils macroprudentiels, une fois qu'on arrivera bien à les calibrer pour les utiliser, est-ce que, si jamais ils sont toujours pas suffisants, est-ce que la politique monétaire, c'est-à-dire des hausses de taux d'intérêt, sont quand même nécessaires pour éviter que les emballements de crédit ne dégénèrent en crise? Je pense que l'économie a beaucoup à apprendre de l'anthropologie, de la psychologie, des sciences politiques. Et je pense qu'il y a aussi un intérêt à introduire plus de différents langages, ou si vous voulez, des différents modèles en économie. Parce que ça crée d'abord plus de flexibilité et plus de perspectives. Regarder une même question avec plusieurs langages ou avec plusieurs modèles en tête, ça donne des perspectives nouvelles. Il y a des questions très complexes à se poser en économie. Si avec un langage ou un modèle, on n'arrive pas à y répondre, au lieu de simplifier la question, il faudrait peut-être juste changer de modèle ou de langage. L'échange entre l'économie et le réel, cet échange-là est fructueux. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que, in fine, on est censé aussi être à la source de conception d'un certain nombre de politiques qui changent le monde réel, qui améliorent la vie des gens. Et pour ce faire de manière un peu efficace, il faut rester en phase avec le réel. Alors pour comprendre où va l'économie, sans doute il est important de comprendre comment elle évolue et comment les cycles se répètent et comment les expansions font suite à des phases de récession et comment la cause de la récession est contenue dans l'expansion. C'est le genre de travail auquel je m'intéresse. Comprendre le rôle de l'accumulation des biens durables, de l'immobilier et du capital par les entreprises et les ménages et comment cette accumulation va créer l'interdépendance entre les phases d'expansion et de récession. Je me suis intéressée à la façon dont les économistes s'intéressent à l'environnement, les macroéconomistes. La réponse est simple, ils s'y intéressent très peu. Donc les macroéconomistes du court terme ne s'y intéressent pas du tout, ils considèrent l'environnement comme une contrainte externe, en fait, comme un coût, et l'intègrent extrêmement peu dans les outils du macroéconomiste moderne, disons. Les économistes du long terme, s'y intéressent davantage, donc ils regardent la façon dont les modes de croissance sont impactés par les questions environnementales, donc la rareté des ressources, la pollution. Ceci dit, il y a quand même très peu de présence de l'environnement dans les cours de croissance, dans les manuels de croissance, dans les revues également. Et je pense que c'est une grave erreur. Je pense que peut-être, comme la finance avec la crise de 2008, il faudra malheureusement attendre une grosse crise environnementale pour que les macroéconomistes finissent par s'intéresser à ces questions. Sciences Po.